Salut à tous, bonsoir. Ouais, je suis désolé, Twitch a des problèmes ce soir. Bon, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des petits soucis de lag. J'ai relancé le stream en vitesse. J'ai streamé cet après-midi, tout allait bien, mais il me fait le coup des fois. Et ça vient pas de moi, en même temps, je stream sur YouTube. Et j'ai aucun problème sur YouTube avec les mêmes débits et tout. Donc c'est... J'ai remarqué que Twitch, depuis quelques temps, a des petits soucis techniques. Je sais pas si les autres qui suivaient d'autres streamers, vous avez noté d'autres streamers avec des problèmes, j'en sais rien. Donc ouais, si vous avez des soucis, allez sur YouTube. Normalement YouTube ça tourne bien, voilà. J'ai pas de... Ouais non, ça a l'air de bien tourner, donc à voir, hein. À voir. Donc ouais, si vous avez des problèmes de lag, les deux seront allumés. Allez sur YouTube si ça lag, vous aurez juste un peu de retard. Et encore, j'ai l'impression que les problèmes de Twitch fait que ça fait du buffering, mais sans jamais rattraper. Ce qui fait qu'on prend du retard. Et généralement, je finis avec genre 2 minutes de retard sur le stream de base. Donc sur YouTube, vous aurez sans aucun doute moins de problèmes, je pense. Voilà. Ouais. Les joies de Twitch. Il m'a jamais fait ça pendant des années. Et là, il me le fait une fois de temps en temps. J'ai l'impression que c'est le mardi soir. Parce que c'est pas le premier War Tanks où il m'emmerde avec ça. Et bah on fait avec, hein. Et voilà, hein. Je dois retourner au travail. Ah bah bravo. Travaille bien en soirée comme ça. Overtil, merci pour les subs. Voilà. Basta. Voilà. Fitri, 37 mois. Twitch Ram, tu vas sur YouTube, mec. Tu vas sur YouTube. Et voilà. YouTube est allumé, c'est pour ça. Fitri, je sais ce qu'il va me demander. Ah bah merci mec. Hop là. Hop là, on a le planning. Bah écoute, tant mieux pour toi. Hein. Je vois pas trop le rapport, mais si tu me le dis. Bon. Ouais, forcément, j'ai rien d'ouvert. War Tanks. Hop. 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 Ça, je le ferai avant la fin d'année. Hein. Il y a trop de plus là. Voilà. Bon, j'ai là qui fait aussi péter ses subs. Il est 14 h chez moi, hein. 14 h, laisse-moi réfléchir. Oh là là, t'es peut-être États-Unis côte Est. Côte Ouest, pardon. Quasiment, avec autant de différence. 20 h, ouais, tu dois être sur un fuseau lointain quand même. Donc ouais, si ça lag, allez sur YouTube, ok. Allez sur YouTube. Normalement, YouTube, ça tombe bien. Je vois pas de problème. Donc ouais, désolé. Bon, en plus, j'ai une star ce soir. J'ai une superstar. Véhicule méconnu, mais véhicule incroyable. Je ne sais pas qui a demandé ce véhicule. Parce que c'est clairement pas... alors, moi, je le connaissais de vue un peu. Je l'avais déjà... On le voit quand même souvent. Mais je m'étais pas vraiment intéressé au véhicule. Et c'est vrai que le machin est incroyable. Le véhicule est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, ce n'est qu'une de ces nombreuses sous-variantes. Encore une sous-variante assez dingue. Matez un peu la quantité d'armement qu'il y a sur le monstre. Voilà. Ça va être quelque chose. Tu as bien deviné. Vous avez vu ça? Je suis tellement habitué à vivre à l'heure américaine avec les vols de fusées que je sais exactement à peu près, ou à pas grand-chose près, les fuseaux horaires états-uniens par rapport aux miens. C'est terrible. C'est toi, Basile. Ah bah écoute, bon choix, Basile, hein. Sacré véhicule, hein. On va voir si je vais réussir à t'apprendre quelque chose ou pas. Donc ouais, on va parler de ce véhicule assez incroyable qui est le LVT. Le LVT, ce n'est pas un tank. C'est un véhicule assez atypique. Littéralement, LVT, c'est pour Landing Vehicle Track, donc véhicule de débarquement chenillé. C'est un véhicule assez incroyable qui va être utilisé pendant toute la guerre. Ils vont en faire plus de 20 000, ça sera sur tous les fronts, même si majoritairement, il sera utilisé dans le Pacifique. Basile, tu as attendu combien de temps? Il a attendu longtemps pour l'avoir. Peut-être plusieurs années, Basile. Hein, voilà. Et donc ouais, un jour sur le M103, bah écoute, là, je fais pas le M103. Donc pas la peine de me répéter 2 fois ta question, je l'ai vu la première fois, si j'y réponds pas. Si j'y réponds pas, c'est que, bah, je sais pas quoi te répondre. C'est rien, moi. Pépé, un jour, un War Tank sur une Ferrari. C'est quoi ces questions? Donc ouais,
on va parler de ce magnifique petit véhicule. Enfin, petit, vous allez voir qu'il n'est pas si petit que ça. Donc, c'est un véhicule de débarquement. C'est un véhicule amphibie. Il va à l'eau, il va chercher les mecs, il revient. Il a une origine assez incroyable comme véhicule. Et il va être, via les aléas de la guerre, modifié à toutes les sauces, pour le meilleur comme pour le pire. Et il va poser la base de ce que seront les véhicules amphibies d'assaut modernes. Tous les véhicules amphibies qu'on a aujourd'hui en service, en tout cas en Occident, viennent de lui. Il a vraiment été l'archétype de ce qu'il faut faire. Il a eu une sacrée carrière, même après-guerre. On a continué à l'utiliser parfois dans les années 50-60. Il allait dans des endroits où aucun autre véhicule militaire n'est allé. J'ai des photos incroyables. Voilà. Ah, je migre sur YouTube. Eh vas-y, migre sur YouTube. Voilà, let's go. Donc ouais, on va parler de ce magnifique véhicule qu'est le LVT. Alors le LVT, on pourrait se dire qu'il a une origine militaire. Pas du tout. On reviendra d'où il vient. Mais déjà, c'est un véhicule... les Marines, donc ce qu'on appelle l'USMC, United States Marine Corps, depuis la Première Guerre mondiale, ont cherché à développer un véhicule de débarquement amphibie chenillé. Avec la Première Guerre mondiale, ils ont vu l'importance des tanks, ils se sont dit, il nous faut un tank amphibie. Vous imaginez pas la complexité technologique de l'époque de faire un bateau tank. Et dans l'après-première guerre, dans les années 20, dans les années 30, l'USMC a été absolument incapable de développer un véhicule viable. Là, vous avez en 1923, vous avez un véhicule Christie. Dites-vous qu'à l'avant, il y a un canon de 75, qui doit être peut-être le canon de 75 du Saint-Chamond. Ils ont mis un énorme canon, regardez le canon à l'avant, vous le voyez? Donc ouais, les mecs se sont dit, et si on faisait... Whipper! Merci pour tes 2 mois, mec. Donc ouais, ils se sont dit, si on faisait, il nous faut ce véhicule, et pendant les années 20 et début années 30, ils vont être incapables de trouver quelque chose qui leur convient. Tant au niveau flottabilité, tout ça, ils vont avoir plein de protos qui vont passer, ils vont jamais réussir à obtenir quelque chose de satisfaisant au point qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Et ils vont dire, bah, on verra. La technologie est peut-être pas assez évoluée, il nous manque des choses, et ils vont jamais être capables de trouver ce qui les intéresse véritablement. Donc là, vous avez un exemple en 23. Voilà, donc l'USMC va tourner la page de leur tentative de faire un véhicule blindé amphibie, multirôle. Et voilà. Et maintenant, on va quitter l'armée américaine et on va aller en Floride. On va aller en Floride. En 1928, en Floride, vous allez avoir un ouragan qui est encore un des plus gros ouragans qui ait jamais frappé la Floride, je crois même les États-Unis, le 4e en termes de puissance, l'ouragan en 1928. Okeechobee, et Okeechobee va être un désastre pour la Floride, il va y avoir plusieurs milliers de morts, presque 5000 je crois, il y a encore à l'endroit où vous avez marqué fosse commune, ils ont enterré des centaines de corps ensemble et tout, et ça a été une catastrophe pour la Floride, Okeechobee en 1928, vraiment un ouragan totalement dingue. Et en Floride, vous avez une famille de riches du coin qui s'appelle les Roebling. Les Roebling, vous les connaissez pas. Voilà, attendez, laissez-moi trouver Donald Roebling. Ah non, ça c'est son véhicule. Voilà, Donald Roebling, vous allez voir que c'est un sacré bonhomme en termes de taille. Donald Roebling, il vient d'une famille d'ingénieurs de génie. Hein. Son grand-père, c'est celui qui a construit le gigantesque pont à Brooklyn. L'énorme machin qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on voit dans tous les films et tout. Donc c'est une famille d'ingénieurs, de riches ingénieurs, extrêmement talentueux aussi. Ils ont tout un domaine en Floride et ils ont été parmi les premiers à être, entre autres, impactés par l'ouragan en 28. Et Donald et son père, à l'époque, se sont rendus compte qu'il y avait... il manquait, devinez quoi, un véhicule tout-terrain, amphibie, mais pas à roues, parce que les roues sur terrain difficile et la boue et tout ne vont pas bien. Et ils vont commencer, ils vont avoir conscience pendant souvent les opérations de secours et tout ça, que ce besoin, il est là, mais qu'il n'y a techniquement absolument rien de disponible sur le marché. Donc un véhicule à chenilles, amphibie, capable d'aller sur les lacs et tout. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la Floride, c'est extrêmement humide, la Floride avec beaucoup de lacs, de marécages et tout. Hein.
Et donc Donald Roebling, père, va dire au fiston, tiens, voilà du pognon. Et réfléchis à la question, littéralement, hein, voilà, ça va être... démerde-toi, et réfléchis et bosse sur le sujet. Et Donald va créer de toutes pièces, avec quelques-uns de ces mecs, un véhicule. Ce véhicule, ça va être l'Alligator. Voici, en 1935, l'Alligator. Ce véhicule est absolument incroyable, puisqu'il s'agit... les Everglades, absolument, entre autres, parc national. Il s'agit de l'Alligator. C'est un véhicule chenillé, amphibie, donc qui est capable de se déplacer quasiment sur tous les terrains. Il est capable de monter des pentes. C'est un véhicule, à l'époque, il est incroyablement moderne, ce véhicule. Il est puissant en plus, il est léger, puissant. C'est pas un véhicule de guerre, hein, comprenez ça. C'est vraiment un véhicule de déplacement pour marécage, mais aussi la boue. C'est vraiment fait, ça a été pensé comme un véhicule de soutien pour... en cas de catastrophe, entre autres, comme eux ont connu en 1928 avec l'ouragan Okeechobee, pouvoir déplacer des troupes, aider des gens, amener de l'équipement dans des zones sinistrées. Il y a vraiment une idée d'aller sur des terrains extrêmement difficiles où aucun autre véhicule ne pourrait aller. Et c'est le seul véhicule au monde à faire ça. Personne n'a ça. Et le seul, c'est lui, c'est Ronald Roebling avec son Alligator. Il va être connu dans le coin, Roebling, voilà, Roebling avec son équipe. Roebling, c'est le mec au centre. Roebling, c'est un sacré bonhomme. Regardez la taille. Il était obèse, morbide, toute sa vie quasiment. Vous verrez une autre photo de lui en 1947. Donc Roebling était énorme, mais il avait aussi un cerveau. C'est quelqu'un de très très intelligent, hein, Roebling. Hein. Et matez un petit peu le monstre. Donc c'est un énorme véhicule. Mais déjà à l'époque, il a des performances assez exceptionnelles. Comme je dis, personne n'a jamais fait ça. Et Roebling, avec une poignée de bonhommes, est parvenu à faire ce véhicule exceptionnel. Au point qu'on a le magazine Time Life qui va faire un article sur l'Alligator. Regardez-le, l'Alligator. Donc les reporters du Times vont venir photographier l'engin. Et vous pouvez voir que c'est un sacré joujou. C'est un merveilleux véhicule. Il a des défauts. On reparlera des défauts de l'Alligator plus tard. Que la version civile de l'Alligator va mettre ses défauts sur la version militaire que les Américains découvriront dans le Pacifique. Mais voilà un petit peu le monstre. Voilà Roebling, regardez le beau bébé Roebling qui bosse sur son engin. Voilà. Engin en alu, je ne sais pas. Je suis pas allé voir bosser de la ferraille, je pense. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'alu. Peut-être, hein. Mais ça m'étonnerait. Hein. Donc ouais, matez un petit peu l'engin. Il est beau. Hein. Et donc, par surprise, vous allez avoir l'amiral Ralph Davidson du corps des Marines des États-Unis qui va sûrement cracher son café en lisant le Times et en voyant cet engin parce qu'il fait partie des mecs qui depuis 20 ans essaient de trouver un véhicule amphibie, déplacement sur tout terrain. Et vous voyez un petit peu le machin quoi. Et Ralph Davidson, l'amiral, va immédiatement contacter Roebling pour lui demander écoute, est-ce que tu aurais moyen de militariser le merdier? Alors que Roebling est farouchement anti-militariste en plus, ça aide pas. Attendez, je pose. Je fais. Voilà. Ouais, si ça lag, allez sur YouTube, les mecs. Hein. Allez sur YouTube si ça lag, et voilà. Donc, ouais, Roebling va se retrouver sous contrat. On va lui demander de simplement faire. Alors, vous pouvez vous en douter, l'armée a quelques exigences, mais pas tant que ça. En fait, le véhicule est tellement bon qu'ils vont juste lui demander de faire un prototype avec certaines particularités, mais rien de foufou. Et on va avoir un premier proto. Voici le premier proto en 40 de l'Alligator. C'est le proto qui va être testé par les Marines. Et c'est le premier LVT. À l'époque, on l'appelle encore Alligator. D'ailleurs, les Français reprendront le nom Alligator. En 1950 et quelques. Voilà. Hop. Donc, matez-moi un petit peu le beau joujou.
Donc c'est un très gros véhicule. Vous allez revoir des photos. C'est un véhicule assez impressionnant en termes de taille. Et ils vont le tester à toutes les sauces. Comme je dis, c'est un véhicule assez particulier. C'est un véhicule incroyable. Les ingénieurs eux-mêmes, américains plus tard dans la guerre, vont tester des choses avec en se disant mais c'est pas possible qu'ils fassent ça. Ou pourquoi ils se comportent comme ça. C'est un véhicule très très curieux en termes de design. Et ils vont le tester, ils vont même l'amener... regardez, ils vont l'amener dans des... conditions totalement dantesques. Ils vont le tester vraiment partout. Et c'était déjà un véhicule assez exceptionnel dès les... Alors les chenilles parlent absolument. On reparlera des défauts avec le LVT1. Mais le véhicule a des défauts. Ils vont être résolus les défauts. Mais ils auront des problèmes avec la première version. Donc en tout cas, ils vont très rapidement, dès 41, passer une grosse commande de près de 200 véhicules qui vont aller à direction de la première division de Marines. Alors ça, c'est plus tard, c'est des LVT3, mais c'est comme ça qu'ils les produisaient hein, en série. C'est pas un véhicule compliqué à produire. Hein. Par contre, c'est un véhicule assez complexe à entretenir. Il a des suspensions extrêmement rigides. Et il n'aime pas non plus l'eau de mer et le sel et la corrosion. C'est con pour un véhicule amphibie qui va être utilisé par les Marines, principalement dans le Pacifique. Donc ils vont rencontrer des problèmes un peu plus tardivement, qui n'avaient jamais été rencontrés parce que le véhicule, quand Roebling avait fait son véhicule n'avait pas vocation à aller dans l'eau salée. Il n'avait pas vocation à être utilisé peut-être un peu brutalement sur des terrains difficiles. Vous pouvez voir que Roebling le déplaçait par exemple son véhicule sur un porte-char. Vous vous rappelez de la photo? Attendez. Ou là, comme ça par exemple, là. Vous voyez? Souvent on le déplaçait comme ça. Il n'aimait pas la route. D'accord? C'était un véhicule que vous vouliez pas avoir sur des surfaces dures. Vous pouviez... il n'a pas de suspension, machin. Sa suspension est ultra rigide. Et c'était un véhicule qui pouvait se casser assez facilement, casser ses chenilles. Donc ouais, ils vont trouver ces problèmes plus tardivement dans la guerre. Et ils trouveront des solutions à ces problèmes de corrosion, de rigidité et tout ça. Mais... dès le début, malgré son apparence un peu particulière, c'est un véhicule assez incroyable. Les Américains vont... Bon, les premiers exemplaires vont sortir avant le début de la guerre, mais il va falloir attendre 1942, entre autres avec Guadalcanal, puis Tarawa, pour avoir vraiment... les chenilles ont l'air fragiles pour du bitume. Il est absolument pas fait pour être déplacé sur route. Tu verras jamais un LVT sur route. Ils sont pas faits pour ça. C'est pas fait pour. Il a été designé pour être sur sol très très meuble, marécage, boue, eau douce. Mais il a été designé pour les bayous de Floride en fait. Hein. Il a été designé pour les marécages de Floride, pour les lacs, et il n'a pas été designé pour être opéré sur mer et tout ça. Donc il va y avoir des petits problèmes au début de design, malgré des performances absolument exceptionnelles en termes de performance pure et de capacité. Donc vous savez qu'au début, Roebling, qui était un pacifiste forcené, va interdire au Marine Corps d'armer le véhicule. Il va leur dire, je veux bien vous faire le véhicule, mais je refuse qu'on mette une arme dessus. Il mettra de l'eau dans son vin, retenez bien ça, parce que vous allez voir, les Américains vont faire des dingueries avec ce machin. Donc ouais, Druzdaran, si ton stream il lag sur Twitch, va sur YouTube. Et c'est Twitch qui a des problèmes ce soir, ça vient pas de toi ni de moi, c'est Twitch qui nous fait un petit peu de merde. Ça arrive, ça arrive. Donc ouais, à la base, à quoi sert ce véhicule? On pourrait imaginer que c'est une espèce de péniche de débarquement. Pas du tout. C'est un véhicule de logistique. Une fois que la plage est sécurisée, ou éventuellement pendant l'assaut, le but est d'amener du soutien. Du soutien, ça peut être des munitions, de l'essence, ça peut être n'importe quoi. C'est un véhicule de transport logistique, d'accord? C'est un transporteur. Il est même pas blindé de quoi que ce soit, il n'est pas blindé, il n'est pas armé, il n'a aucune vocation à faire du combat. Mais la réalité de la guerre, le problème c'est que le véhicule est tellement bon que la première division de Marines US, qui va recevoir le véhicule, va se rendre compte qu'on peut mettre plein de soldats dedans. Qu'on peut se mettre plein de soldats équipés. Le LVT1, il peut prendre près de 20 mecs. 20 mecs équipés. Vous croyez qu'ils vont faire quoi, les Américains? Ah, mais attendez, on n'a pas de péniche de débarquement, mais on a des LVT. Mais le LVT, il peut aller directement depuis le bateau à la plage. Bon, par contre, il n'y a pas de rampe de débarquement sur les tout premiers LVT1.
Donc c'est un problème, les mecs ont qu'à sauter par-dessus. Et vous allez à partir de... Voilà, bah là, très bel exemple. Regardez un petit peu ça. Un LVT qui sert sûrement en 42 pour déplacer des fûts. Vous noterez les chenilles. Regardez les chenilles, vous voulez... Vous comprenez pourquoi ça peut pas aller sur route? C'est vraiment un truc fait pour la boue. C'est pas une chenille tank. C'est vraiment un bateau amphibie. C'est des chenilles... chenilles palmes, quoi. Ça avance avec cette perte, quoi. C'est beau, hein? En termes de design. C'est du génie. Mais votre véhicule... ne peut pas aller... ne peut vraiment pas aller... Alors, tu parles de Brent Carrier. Attends, tu veux voir une photo, François? On va faire un bond en avant dans le War Tanks. François me parle de Brent Carrier. Figurez-vous que les Anglais en ont opéré 500 pendant la guerre. Ils l'appelaient Buffalo. Regarde. Regarde, François, ce qui descend. Ce qui descend d'un Buffalo. Un Brent Carrier. Oui, on pouvait foutre sans problème un Bren. Là, vous avez une version tardive, un LVT4. Donc là, moi, je vous parle du LVT1. Là, on est sur la 4e génération. Ils pouvaient embarquer des jeeps, des camions. Vous avez un LVT qui pose un Bren anglais. Ça vous montre un peu, voilà, les poupées russes. Il y a de ça. Hein. Mais voilà, j'ai fait un petit bond en avant. Voilà. Donc ouais, en 41. En 42, pardon, au printemps 42, même à l'été 42, on va avoir la première division de Marines qui va commencer à opérer, entre autres à Guadalcanal, puis en 43, les premiers LVT. C'est là où ils vont découvrir les problèmes du LVT en termes de corrosion. Ils vont aussi se rendre compte que tous ces véhicules sont des cibles de choix et qu'il faudrait un peu de punch à ces véhicules. Et très tôt, on va commencer à mettre de l'armement. Donc voilà à quoi ressemble un LVT sur la flotte. Et dès le début, les Américains vont l'armer. Alors qu'à la base, il n'a pas été designé pour l'armée, on va commencer à lui mettre de la 12-7, on va commencer à lui mettre de la mitrailleuse, simplement pour pouvoir se défendre. Pour pouvoir se défendre, ou pour amener du punch, il faut pouvoir se défendre, faire baisser les têtes. Et c'est très rare de voir des LVT non armés. Les tout premiers LVT1, genre les tout premiers, peut-être qui ont été donnés que la première division de Marines a reçu n'était pas armée. Mais après, à partir de 43, vous verrez pas un LVT sans une mitrailleuse lourde dessus. Systématiquement, on va les armer simplement pour pouvoir se défendre au cas où. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de photos à Guadalcanal. Là encore, ça, c'est des premiers LVT. Regardez l'engin. Il est gros, hein, le LVT, hein. Beau joujou, hein. Très beau joujou, hein. La radio. Mais on voit qu'il n'y a aucun armement défensif. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers... c'est vraiment les tout premiers LVT, hein. Oh là 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 là. Ça fait rustique, mais croyez-moi, c'était incroyablement efficace. Comme petit engin de logistique, de support et tout. Très beau véhicule. Donc ouais, en février 42, vous voyez, là déjà, on est plus tardif. Donc ouais, la première division de Marines, ils en ont reçu 280. Je peux vous dire que c'était le jour et la nuit. Hein. Personne n'avait ce genre de véhicule aussi bon. Là, une 12-7 sûrement, déjà. Matez un petit peu le joujou. Petit bazooka, clac. Sûrement parmi les premiers bazookas hein, à cette époque. Hein. Mais on est, ça correspond, fin 42. Fin 42, début 43, peut-être printemps 43, les premiers LVT. Donc ouais, peut-être les premiers bazookas à l'époque. Hein, Donc ouais, super petit... Ce sont les Coast Guard qui les dirigent. Non, ils font tout eux-mêmes, les Marines. Ils ont leur propre pilote et tout ça. Le vrai baptême du feu, c'est la bataille de Tarawa. La bataille de Tarawa en novembre 43, qui va être le baptême du feu des US Marines. Qui va être une affreuse bataille, aujourd'hui un peu méconnue, la bataille de l'atoll de Tarawa. Mais c'est là où les Américains vont se rendre compte à quel point les Japonais vont être un ennemi effroyable à aller chercher. Parce que les mecs se rendent pas. Et la bataille de l'atoll de Tarawa est encore aujourd'hui comme le bain de sang, le premier bain de sang des Marines. Ouais, vous avez souvent vous verrez des 12-7, vous verrez des Browning modèle 1919, vous verrez tout ça sur les dessus.
Une des plus violentes. La première, en tout cas, la plus violente en termes de prise d'assaut. Et ça va être... Donc là, c'est le même véhicule. Vous voyez le LVT, là, qui a essayé de monter sur le mur. Là, vous l'avez pris de face. Donc, vous voyez l'armement qui commence déjà à mettre. C'est 2-12-7, ça. 2-12-7 en frontal. Donc, ils commencent déjà à l'époque à s'en servir comme gunship. Vous voyez? Ils ont compris l'intérêt de commencer à foutre 2-12-7 dessus. 2 mecs. Et bam, 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 bam. Et on avance avec un squad à l'intérieur. On met un squad à l'attaque. En plus, là, l'avantage, c'est que c'était un atoll. Vous aviez les récifs. Vous aviez les récifs autour. Vous ne pouviez pas passer. Et ils sont allés prendre d'assaut l'atoll avec ça. Le squad à l'intérieur. 2-12-7 à l'avant. Et c'est parti. Et là, vous avez le début où ils ont commencé à se dire « Bordel de merde, on peut les armer, ces machins ?» Alors, à l'époque, ils ne le savent pas encore. Ils hésitent encore à commencer à mettre beaucoup de poids dessus. Ils se rendront compte que quoi qu'ils mettent comme poids, les performances ne changent pas. C'est un véhicule incroyable. Sur une version, on va parler la A2, qui est une version plus tard. Ils vont rajouter mais presque une tonne de plus dessus. Et le machin, les performances ne changeaient pas. Ils s'enfonçaient juste un peu plus dans l'eau. Et vous allez voir des versions A2 où les mecs ont presque la tête au niveau de l'eau. Vous êtes là, oh putain, faut pas qu'il y ait une vague. Hein. Sinon... Donc à l'époque, ils ne savent pas encore, mais ils vont pouvoir ils vont en faire un tank. Ils vont en faire un putain de tank. Mais ils ne le savent pas encore à l'époque. Et à Tarawa, ils vont se rendre compte à quel point ce type de véhicule, on peut en faire un véhicule d'assaut. Il n'est pas blindé non plus, c'est pas un bon véhicule... il n'est pas tant que ça protégé. Il a l'air massif, mais parce qu'il est vide à l'intérieur. Vous pouvez mettre beaucoup de soldats à l'intérieur. Mais c'est pas un bon véhicule d'assaut, il n'y a pas de rampe. Donc pour sortir, il faut sauter sur les côtés. Vous vous rendez compte, vous sautez sur les côtés, vous êtes à la flotte. C'est pas aussi efficace qu'une péniche de débarquement, vous voyez. Mais par contre, ça fait un bon gunship avec... en mettant de... Voilà. Avec de la tourelle. Avec de la 12-7, de la mitrailleuse et tout ça. Donc ouais, elle est assez incroyable, la photo là encore, pareil, c'est pris ça c'est pris à Peleliu. Partout, il va y avoir des batailles des US Marines. Les LVT sont là. Systématiquement, les LVT deviennent des véhicules parfaits de déploiement. Vous avez les péniches et les LVT. Et les LVT sont utilisés, et là vous voyez que c'est une version plus tardive. Lui a pris cher, il a été détruit, mais on se planque derrière. Le LVT. On voit les jerrycans et tout. Là, le pauvre LVT a ramassé. C'est une version plus tardive avec la tourelle, avec le canon de... Peut-être que c'est un A1 avec le canon de 57, on va reparler. Voilà. Ah, mais si, il y a le Giro. Attends, on va venir. On va arriver. Voilà, ça c'est pris à Tarawa. On voit encore que les Marines sont loin d'avoir tout leur équipement plus tardif de 44. Ils sont en train d'apprendre à la dure. Là, vous avez les mecs qui prennent la pause derrière un LVT1. Tout classique, même pas sûr qu'il soit armé celui-là, voilà. Donc ouais, très beau joujou, et les Américains vont se rendre compte de son potentiel. On va directement avoir tous les retours d'expérience qui vont arriver, donc en fait on va avoir les LVT 1, 2, 3, 4, et on va avoir une sous-variante qui va partir, qui va donner les LVT A1, A2, A3, A4, A5, ok. Donc c'est des variantes lourdement armées, et des variantes de transport, mais quand même armées. Voilà, donc on va avoir deux grandes familles qui vont émerger. Donc voilà à quoi ça ressemble vu du dessus. Quand c'est à la flotte, pris d'un bateau. Ah oui, il y avait du mortier. Ils ont tout fait avec ce truc. Ils pouvaient tout faire. C'est tellement grand à l'intérieur. J'ai des versions de lance-flammes. Les mecs à Okinawa et à Iwo Jima, ils ont commencé à monter des lance-flammes dessus. Pour juste taper aux lance-flammes les positions japonaises. Et ils faisaient tout avec. Vous avez, des fois, vous trouvez même des... J'ai vu des photos, je sais pas ce que c'est. C'est des sous-variantes qui n'existent pas, mais qui sont simplement des modifications de terrain qui ont été faites directement par les équipages et par les Marines, parce que ça répondait à un besoin urgent de quelque chose. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le véhicule. Donc c'est un sacré machin, hein. Donc vous pouvez foutre entre 15 et 25 soldats là-dedans, équipés, et ils vont les utiliser comme péniche de débarquement. Dites-vous qu'à Okinawa, ils vont en amener 1000. On aura 1 millier de ces machins qui vont opérer non-stop pour la rotation logistique et tout. C'est un outil absolument incroyable en termes de rôle. Pareil, là, magnifique engin, un LVT2. Donc gros bébé, on voit qu'il y a une 12-7.
Dès que vous voyez de l'armement, on commence à être sur les LVT1 plus tardifs. LVT2. On a même à voir le Bushmaster, qui là... Vous voyez un peu le gunship que ça devient. Une 12-7 devant, 2 calibres plus petites sur les flancs. Et là, il y a même la rampe à l'arrière. Donc là, on est sur le LVT3, qui lui va arriver à partir de 44, fin 44, qui est avec une rampe à l'arrière, vous voyez. Un des problèmes du LVT, c'était ça, regardez. Pour descendre des véhicules, les mecs devaient s'exposer en sautant par les côtés du LVT. Donc là, vous voyez que c'est un des premiers LVT. Ça date de juin 44, c'est sûrement à l'entraînement. Mais vous voyez que c'est un LVT, même si la date est tardive, c'est un early LVT taux de version, parce qu'ils descendent pas simplement par une rampe. Donc c'était extrêmement dangereux de s'exposer, vous vous exposiez en sortant d'un LVT. Donc c'était une des choses qu'on reprochait au véhicule. On va très tôt lui mettre, on va lui mettre une rampe à partir du LVT2, regardez. Donc à l'arrière, vous avez la petite rampe qui s'ouvre. Vous vous rendez compte un peu de la flexibilité du véhicule. S'il y a une rampe, vous pouvez mettre des véhicules. Ouais, vous avez vu le Brain Carrier. Les Anglais, eux, vont récupérer 500 LVT3 et 4 qui vont garder en service très très longtemps. Et vous verrez systématiquement ces véhicules utilisés comme des bonnes à tout faire, que ce soit en gunship pour amener du punch, pour transporter des véhicules, des blessés. C'était vraiment... Ça rendait des services absolument incroyables. Et le véhicule, à part les problèmes du LVT1 au début... comment les sortez des navires? Bonne question. Vous aviez, comme pour les péniches, vous aviez des bateaux à l'intérieur qui s'ouvraient, là, et puis les mecs sortaient et rentraient. Vous aviez des bateaux dans le bateau. Et maintenant, ouais, là, pareil, ça s'est pris en décembre 44, aux Philippines. Regardez, avec la Jeep. Ouais, vous avez vu un Brain Carrier, vous avez vu les machins. Beau joujou, hein. Philippines 44. Ouais, c'est ça, ils ont fait des grosses modifications. Hein. Comprenez que entre le LVT1 et le LVT4, il y a eu tout ce qu'ils ont appris au combat par rapport à la vulnérabilité. Ils vont même commencer à le blinder. Mais le machin va au combat. Et c'est vrai qu'à partir du LVT2, 3, 4, ils vont commencer à le... Une Jeep, ça passe à l'intérieur. Une Jeep, un Brain Carrier. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en forçant un peu. On peut mettre une Jeep, bien sûr. Regarde, la Jeep, elle descend là. Ça rentrait sans aucun problème. C'est incroyable, hein. Donc ouais, on pouvait facilement jouer avec, me mettre beaucoup de choses dedans, de véhicules légers. Bah, vous avez vu le Brain Carrier qu'on pouvait mettre. Donc ouais, très tôt, ils vont se dire... Et si on en faisait un tank? Si on en faisait un tank transporteur de troupes? Et ils sont allés... Donc va naître la branche des Amtrak. Avec le A, Amtrak, c'est pour les VLT armés, d'accord? Donc là, on va commencer à partir sur les A1, A2, A3, A4, A5. Accrochez-vous, c'est glorieux. Voici le VTL, pardon, le LVT A1, qui n'est rien d'autre qu'une tourelle de Stuart. Une tourelle de Stuart posée. Donc ils ont... Non mais vous savez qu'il fait un peu moderne. Il y a un faux air de BMP à ce machin. Avec la mitrailleuse, les Russes en ont... Ouais, les Russes en ont reçu 5. Avec le Lend-Lease qu'ils ont utilisé sur l'Elbe et sur le Danube. Voilà. Pour transporter des groupes d'assaut d'ailleurs. Comme je dis, les Russes n'avaient pas non plus cette capacité de faire ça. Donc ça a rendu les services aux Russes. Mais ça a des faux airs de véhicules soviétiques plus tardifs. Donc avec, voilà, 37 mm, la petite mitrailleuse. Donc voici un A1. Donc c'est un LVT A1. Et on va en retrouver beaucoup. Ils vont en faire près de 500. Vous vous rendez compte? 510 exactement. Matez un peu le joujou. Donc c'est la version tank du LVT. Regardez un peu le monstre. Il va y avoir de la place à l'intérieur. Mais c'est la version A1 qui va être utilisée pendant toute la guerre. Vous les retrouverez... Ça, c'est pris en Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Guinée en 44. Et le machin, bah, était adoré des troupes. Ça a amené un punch et un confort. Vous imaginez, vous roulez avec ça? Le confort psychologique d'avoir un tel monstre à côté de vous, c'est rassurant. Vous pouvez vous planquer derrière, ça fait de l'appui-feu, ça supporte. Vous êtes content d'avoir ça. Vous êtes content d'avoir ça. Donc matez-moi un petit peu le monstre.
Mais le A1 est très spécialisé. Le problème, c'est que vous perdez toute la capacité de transport. Donc on voudrait bien avoir une bâtardisation avec de la puissance de feu, mais en étant protégé, mais en étant capable de prendre un squad de combat. Va naître la version A2. La version A2... Zut, je l'ai mal... Hop. Est-ce que vous voyez les deux tourelles? Les deux tourelles de mitrailleuse à l'avant. Donc vous avez deux tourellos blindés pour que le mec puisse opérer sous le feu. Une 12-7 à l'arrière. Et mater un petit peu le machin. Et vous gardez toujours la capacité amphibie. Bien sûr. Bien sûr. Tout ça est amphibie, hein. Tout ça est amphibie. Bah, si c'est pas amphibie, ça sert à rien. Autant avoir un chaman. Vous vous faites pas chier à l'avantage d'avoir un chaman DD. Qui est affreux en termes de logistique à déployer. Donc regardez un peu le monstre. Donc là, vous avez la version A2, LVT A2, avec double mitrailleuse sous tourello devant. Mais vous savez que quand ils ont fait cette version, ils ont eu très peur que ça coule. Ils étaient là, non seulement on va perdre des performances et ça va couler, parce qu'en plus ils ont blindé le machin. Et il s'est avéré qu'ils n'ont rien perdu en perf. Par contre, ça s'est enfoncé de 40 cm dans l'eau. En plus, la version A2, c'est une des plus basses, parce que vous avez le squad en plus de combat à l'arrière. Vous voyez? Vous avez la puissance de feu, vous avez le squad, et c'est vrai que là, regardez un petit peu, c'est proche de l'eau. Faut pas qu'il y ait une vague, hein. Faut pas qu'il y ait une vague, hein. Une grosse vague, hein. Ça résiste aux grosses vagues. Le A2, non. Tu dois pas les déployer, mais tu sais que les Sherman DD avaient aussi des problèmes par gros temps et par grosse mer. Même chose avec le A2, là. Tu fais attention quand tu le fous à la flotte, qu'il n'y ait pas de la mer trop grosse. Mais ça vous montre un petit peu les dingueries qu'ils ont commencé à faire avec. Ça, c'est pris à Iwo Jima. Regardez le nombre de A2. Vous les voyez, les doubles tourelles? 1, 2, 3, 4. Il y en a des 6, 7, 8. Jusqu'à l'horizon, là-bas. Donc le A2 est un compromis entre puissance de feu. Là, on voit bien les tourellos. Et vous avez le squad de mecs à l'arrière avec la rampe qui peut s'ouvrir. Donc vous avez vraiment un véhicule qui peut faire de l'appui-feu, qui est suffisamment blindé, agile sur tous les terrains. Il va même pouvoir peut-être monter sur la plage. Là où une plage, une péniche vous déposerait, ce machin va pouvoir monter sous le feu tout en tirant. Donc pour les fantassins, c'est extrêmement pratique d'avoir ce type de véhicule. Parce que vous n'avez pas, comme à Tarawa, vous n'avez pas à monter à l'assaut dans la flotte, quoi. Vous pouvez directement monter à l'assaut avec le véhicule. Et en plus, le véhicule vous fait de l'appui-feu. Donc quand vous commencez à avoir 30 véhicules de ce genre, imaginez les 30 mitrailleuses qui commencent à saucer. Ça fait un parapluie non négligeable. Voilà. Et voilà un petit peu ce qu'ils vont commencer à faire avec les LVT. La version A2, on va passer sur la version A4. Parce qu'ils vont se dire, les mitrailleuses c'est bien, mais là, revenons sur le A1. Mais c'était un peu de la merde, le canon du... le canon du Stuart, faisons plus gros. Voici un A4. Le A4, ils sont allés mettre un Howitzer de 75. On revient sur la vieille truc et ils l'ont bardé de mitrailleuses. Il y a des mitrailleuses partout sur ce machin. Il y a des mitrailleuses absolument partout. Donc là, ils ont viré la tourelle de Stuart merdique pour aller mettre un obusier, un Howitzer de 75. Vous aurez... pourquoi il n'a pas été utilisé en Normandie? Il est arrivé trop tard. C'était le matériel de l'US Marine Corp. C'était vraiment du matos des Marines, ça. Et les Américains vont pas en déployer, ou peut-être quelques-uns en Normandie. C'est les Anglais qui vont en recevoir, et les Anglais les recevront tardivement. Je crois à l'automne 44. Donc t'auras pas ces véhicules engagés en Normandie, tout simplement. Donc ouais, vous les verrez surtout dans le Pacifique. Et quelques rares exemplaires en Europe. Donc là, matez le A4. Vous aurez aussi le A5, mais le A4, A5, c'est le même canon, mais avec des modifications gyroscopiques pour améliorer le canon en général. Donc là, A4, A5, on fera pas la différence, nous. Mais regardez un peu l'engin, la bête. Propre, hein? Tourelle de M8. Ah oui, mais les mecs des US Marine Corps, ils se sont pas allés faire chier, hein. Ils sont allés prendre des tanks qui existaient, des véhicules et des canons qui existaient, et ils les ont foutus sur le LVT. Hein, vous vous rendez compte? Impressionnant de produire autant de matériel. Ouais, c'est un truc de malade d'avoir produit autant de matériel. Dites-moi, ceux qui sont sur Twitch, là, ça fonctionne? Vous avez pas de lag? Comment ça se passe? D'avoir 3 12-7. Alors, il n'y a pas que des 12-7. Il y a aussi le calibre un petit peu en dessous.
Dites-moi si ça lag sur Twitch. Si vous avez du buffering et des arrêts intempestifs. Ça vient pas de moi, ça vient de Twitch ni de vous. C'est ni vous ni moi qui laguez, c'est les serveurs de Twitch qui ont des problèmes ce soir. Il est pas blindé. Alors au début, non. Au fur et à mesure, ils vont commencer à lui rajouter des plaques de blindage. Les Anglais ont même... voilà, j'ai quitté Twitch parce que trop lag. Ouais, c'est ça. Ça lag. Ça lag, ça lag, ça lag. Ouais, n'hésitez pas à aller sur YouTube plutôt. Hein. Je suis en live sur la double plateforme. Ça marche mieux sur YouTube. Ça arrive. Donc ouais, matez un peu le monstre. Beau bébé. Hein. Donc ça, c'est le A4 et le A5. Vous les verrez souvent... en tardivement, est-ce que là c'est pas une... Ouais, si, ça a l'air d'être un A4. À Tarawa. Sacré monstre. Hein. Hop là. Pareil, ça c'est pris à Peleliu. Peleliu avec un classique derrière. Donc regardez, le canon 75, la 12-7 dessus. J'ai des petites coupures, mais pas de lag. Ouais, mais les petites coupures, c'est chiant. Donc va sur YouTube à plus si t'arrives pas à... Si ça tourne pas. C'est de la merde, trop de lag. Ouais, allez sur YouTube, les mecs. Allez sur YouTube. Comme dit, c'est ni vous, ni moi. Parce que j'ai streamé cet après-midi, ça marchait bien. Et en même temps, je stream sur YouTube. Donc c'est Twitch qui a des problèmes et il me le fait de temps en temps. Je sais pas à quoi c'est dû, je leur ai demandé, ils sont incapables de me répondre. Donc tant pis. Hein. Voilà. C'est pas l'avantage d'avoir une mitrailleuse de 12-7. Les deux. La 12-7 est une arme extraordinaire. Dis-toi que tous les chars japonais se font percer par une 12-7. Tous les chars japonais, sans exception, se font percer par de la 12-7. La 12-7 a un pouvoir offensif contre les fortifications qui est vraiment très bon. Donc tu veux avoir une 12-7, simplement, c'est un mini canon de 20, tu vois. Voilà. La 12-7, c'est un mini canon de 20, et tu perces quasiment tout avec ça. Donc systématiquement, même encore aujourd'hui, on utilise la 12-7 encore aujourd'hui, tu l'as absolument partout. Parce que l'arme est exceptionnelle. C'est un must-have que tu as en complément d'un canon. Voilà. Donc si tu peux avoir la 12-7 et en plus du 7,62, tu prends. D'ailleurs, regardez la photo incroyable. Techniquement, il n'y a pas eu de sous-variante officielle lance-flamme. Mais là, regardez à Peleliu. Peleliu, ça a été l'enfer avec les fortifications japonaises. Et on a des Marines qui avancent en progression avec un LVT. Et vous avez le mec là, dans la tourelle du LVT, qui met un coup de lance-flamme sur une position japonaise. Déjà écroulé dans le doute. Et ils vont commencer à mettre des lance-flammes sur les LVT. Même si les LVT n'étaient pas faits pour progresser sur ce type de terrain vraiment dur. Ils s'en foutaient, ils avaient que ça. S'il n'y avait pas de Sherman. En plus, ils sont extrêmement larges. Donc beaucoup plus larges qu'un Sherman. Donc très pratique pour faire progresser l'infanterie. Et vous avez un peu ce genre de monstre là. Avec des lance-flammes. Et il y aura même une version officielle lance-flamme. Mais qui sera jamais adoptée à cause de la fin de la guerre. Grâce à la fin de la guerre. Mais vous voyez un petit peu les adaptations qu'ils vont commencer à faire. Le lance-flamme qui a l'arme horrible. Écoute, c'est la guerre. Quand les mecs sont retranchés et se font sauter, refusent d'être faits prisonniers, bah tu les déterres à coups de lance-flamme. Et les Américains ont appris à la dure que le lance-flamme était l'arme la plus efficace contre les Japonais. Parce que les Japonais refusaient de se rendre systématiquement quand ils étaient dans des fortifications. Tu voulais pas rentrer dans la fortif parce qu'ils se faisaient sauter avec toi, eh bah tu les cramais. Horrible, mais vaut mieux que ce soit eux qui meurent d'une mort horrible que toi, non? Qu'est-ce que tu préfères? Ne pas utiliser l'arme horrible et mourir avec eux? Ou alors utiliser l'arme horrible et c'est eux qui meurent de l'arme horrible? Moi, mon choix, il est vite fait. Hein. Voilà. Regardez au musée ce que ça donne. Beau bébé. Donc c'est vraiment un tank. Hein. Il a un côté tank avant l'heure, mais c'était un véhicule qui se laissait modifier de façon incroyable. Je me demande comment il est aussi résistant dans War Thunder, le machin, mais bon, sans commentaire. Regardez, ça c'est pris à Iwo Jima. On reconnaît la plage de sable noir. À Iwo Jima, mars 45, février 45, justement, vu que c'est le débarquement. Matez-moi un petit peu le monstre. Donc ça fait vraiment tank et il est gros. Il est gros le machin. Dedans là, doit avoir de la place, hein. Voilà. Sacré engin, hein. Avec ces éléments, moi aussi, je choisis le lance-flamme. Parce que t'as un cerveau fonctionnel.
Bien sûr, hein, que moi aussi je choisis lance-flamme tous les jours. Hein. Donc voilà, vous avez le A5, donc qui est une amélioration du A4 pour mieux utiliser le canon. Mais c'est à peu près le même engin à quelques détails près. Mais beau joujou, hein. Beau monstre, hein. Donc c'est un 75 mm hein, pour ceux qui en douteraient. Hein. C'est un Howitzer de 75. Et regardez ça. Regardez. Hein, on se rend pas compte, ils opèrent pas seuls. Ils sont tout le temps en formation, ces machins. Ils se couvrent mutuellement. Donc là, c'est sûrement pris peut-être à Okinawa, ou à l'entraînement, fin de guerre. Hop là. Et vous avez toute une formation de LVT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être, pris du 8ème. Ça fait une sacrée puissance de feu quand ça tire, ça. Et regardez, ils sont pas trop regardants sur le poids, hein. Regardez comment ils ont rajouté un peu de blindage sur les flancs. Putain. Vous savez, sur un Sherman, ils étaient quand même vachement regardants sur les Sherman amphibies. C'était une manœuvre un peu délicate, les Sherman amphibies. Les mecs avaient un peu les boules, quoi. Regardez, là, ils en ont rien à battre. Le véhicule a des performances incroyables. Dites-vous qu'il y a les obus à l'intérieur. Il y a aussi les obus à l'intérieur. Il y a les obus, il y a les munitions, il y a le blindage, le machin, flotte. Comme si c'était un putain de bateau. Et ils se permettent même de rajouter, c'est peut-être des sacs de sable, hein. Je suspecte que c'est des sacs de sable qui ont été mis sur le côté. Magnifique photo. Hein. J'avais pas de légende, mais c'est sans aucun doute du fin de guerre. Sûrement du A5. Et probablement à Okinawa. Fin de guerre, peut-être... ouais, printemps 45, sans aucun doute. Très impressionnant. Et ils avaient même développé une version tardive lourde pour peut-être le Japon, qui s'appelle le Serpent de mer, le Sea Serpent, avec un double lance-flamme automatique. Regardez. Vous voyez ça? Les deux boucliers à l'avant. Double lance-flamme automatique. Ouais. Quelle arme horrible, hein. Quelle arme horrible. Ouais, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Ils ont quoi les Japs en 44 du... Les Japonais ont un gros problème d'anti-char en fin de guerre. Détruire un Sherman est une opération pas évidente pour les Japonais. Sympa les sacs de sable pour la protection additionnelle. Eh ouais, désolé, je vois les commentaires super en retard. On a presque 30 secondes d'écart, hein, un peu plus avec YouTube. Voilà. Il y a un LVT au musée de Souvenir. Ouais, il y a pas mal de LVT qui ont survécu. Ou là, regardez, avec le double lance-flamme. Très impressionnant. Vous trouvez même encore des épaves aujourd'hui. Vous savez qu'ils en ont abandonné sur les îles. Regardez l'arbre. L'arbre, là, il est en train de pousser dans les LVT. Vous avez des épaves de LVT encore qui restent, qui ont simplement été abandonnées sur les petites îles. Vous savez, ils sont allés à Peleliu, ils sont allés à Kwajalein, certains ont été abandonnés, plus personne n'en veut, les machins sont simplement en train de pourrir. Donc vous retrouvez encore des épaves dans le Pacifique sur certaines petites îles, et les machins ont juste été abandonnés là, voilà. Donc ouais, ça va faire toute la guerre du Pacifique. C'était devenu un outil indispensable pour le Marine Corps, de par sa flexibilité, sa polyvalence, ses performances incroyables. Le machin faisait absolument tout ce qu'on lui demandait. Vous pouviez le blinder, l'armer, le rajouter du blindage, du transport, de l'évacuation, il faisait absolument tout. C'était le véhicule parfait. Et on a du mal à croire que c'est sorti du cerveau d'un mec en Floride après un ouragan. C'est beau quand même, hein. Oh, Flemmard! Merci mec! 35 mois, Flemmard, et presque 3 ans, Flemmard, putain. Merci mec. Donc sacrée machine, hein. Sacrée machine. Alors on aurait pu se dire que il aurait été utilisé que dans le Pacifique. Eh ben non, il a été victime de son succès. Les Anglais en ont voulu. On leur a envoyé des LV3, des LVT 3 et 4. Je vous ai montré déjà quelques photos. Ils sont arrivés assez tardivement sur le théâtre européen. Ils sont arrivés fin 44, dans les deuxièmes 6 mois de... Il y a eu un successeur, bien sûr. Ils sont encore en service aujourd'hui. Ils sont encore en service aujourd'hui, les successeurs. Il a posé la base de ce qu'est un véhicule de support amphibie d'assaut. C'est le véhicule parfait. De tous les véhicules qu'on a aujourd'hui dans les armées occidentales qui font ce rôle-là, descendent du LVT en termes d'utilisation. Donc là, vous regardez, on met un Bren Carrier. Un Bren Carrier, c'est un gros bébé, hein. Son successeur. Mais on va y venir. Pourquoi vous êtes aussi pressé?
Pourquoi vous êtes aussi pressés? Hein? Laissez-moi avancer. Tranquillement dans mon exposé, j'ai encore plein de photos. On va y arriver au successeur. Parce que j'ai prévu le coup. Donc regardez un peu les monstres et ce que ça embarque. Ça a fait la Corée, bien sûr. J'ai une petite photo de la Corée. Les Anglais vont aussi le modifier. Donc les Américains l'ont modifié. Le Bradley est pas amphibie, hein. Moi je parle pour les US Marine Corps. Un vrai véhicule capable d'aller en mer. Donc ouais, les Anglais vont aussi le modifier pour lui rajouter du punch. Les Anglais, eux, ils vont directement mettre un canon Polston de 20 mm. Donc ça, c'est un LVT-4, un des véhicules tardifs. Mais donc c'est pas un des véhicules de la branche des Armtrack, donc des versions armées. Mais les Anglais vont eux-mêmes, vous noterez qu'il y a 2 mitrailleuses de Lewis couvertes. Clac clac. Et vous avez un canon de 20. Là, on n'est sûrement pas en opération. Il est beau, hein? Commando anglais. Donc ouais, les Anglais vont les recevoir à l'automne 1944. Ils vont les utiliser à Walcheren, entre autres les Canadiens aussi. Regardez dans la boue. Hein. Dans la boue. Regardez la gueule du terrain. Il était fait pour du terrain absolument dégueulasse. Et c'est vrai que à Walcheren, ils étaient contents de les avoir. Ils vont les appeler les Buffalo. Très beau joujou, hein. On a quelques photos des... Ils en ont pas eu beaucoup, hein, 500 au total. C'est un beau joujou. Et vous avez même là, regardez, le pont sur le Rhin. Ils ont traversé le Rhin avec le Cheshire Regiment. Et là, le pont que vous avez derrière, c'est le pont, le légendaire pont de chemin de fer de la Wesel. C'était le dernier pont sur le Rhin. Il y avait Remagen, mais Remagen, lui, est plus au sud. Et c'était l'avant-dernier pont sur le Rhin. Le pont sur la Wesel. Il est beau, hein, le pont de chemin de fer. Et vous avez les Anglais qui ont traversé le Rhin avec directement des LVT. Magnifique. Donc ils ont des LVT-4. C'est pratique, hein. Vous préférez avoir ça? Vous savez que en 44, ils ont parfois traversé le Rhin avec des barques. Il y a des mecs qui l'ont fait à la nage. Et il y a les mecs qui l'ont fait avec des barques et tout. Il y avait une pénurie de moyens amphibies de traversée de coupures efficaces. Et le LVT est là pour ça. Voilà. Et c'est vrai que pour aller à la pêche à la grenade, tu fais tout avec. Tu peux pêcher à la grenade si tu veux, sans aucun problème. Sacré monstre, hein. Pas eu beaucoup 500. C'est vrai que 500, je dis, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ouais, les Anglais, on a eu 500, mais ils en ont fait presque 20 000. Tu vois, quand tu remets dans le contexte. Et beaucoup de versions de LV1 ont été converties en LV2, LV3. Donc comprenez que c'est pas à chaque fois c'est souvent des variantes de variantes qui ont été modifiées et tout ça. Hein. Ces véhicules vieillissaient bien parce qu'ils se laissaient réparer facilement, se dépanner facilement. C'est une merveille. C'est une merveille ce véhicule, tout simplement. Les Russes en ont eu 5. Les Russes en ont eu 5. Et on sait qu'ils les ont utilisés sur le Danube et sur l'Oder en 45. J'ai trouvé aucune photo malheureusement des LVT soviétiques. Mais ils ont été là. Et les Russes en sont servis comme pour le Rhin, comme les Anglais sur le Rhin, pour faire passer des groupes d'assaut à travers des coupures humides où ils auraient eu du mal à le faire avec des moyens standards. Donc ils ont rendu des services aux soviétiques. Voilà, il y a le truc. Beau joujou. Et c'est vrai que... Bah en fait, l'outil est incroyable. Après la Seconde Guerre mondiale, il va continuer à être utilisé. Par tout le monde. On va le retrouver aux 4 coins du monde, dans tous les nouveaux pays émergents qui n'ont pas de moyens, ou même qui ont des moyens. Les ricains vont les ferrailler dans les années 60, leur LVT. Ils vont refourguer leur vieux LVT à Taïwan. Regardez. Joli, hein. Donc là, c'est une version Armtrack, sûrement un A4 ou un A5. Avec à la parade à Taipei, regardez-le, et ils sont même utilisés sur le continent, et les Chinois communistes vont en récupérer. Sauf que les Chinois communistes étaient emmerdés, parce que les tourelles à la con là, ils n'avaient pas les munitions pour le 75 au Windsor, et encore moins pour les tourelles de Stuart. Donc ce qu'ont fait les Chinois, c'est qu'ils ont récupéré les LVT,
Et regardez ce qu'ils ont mis dessus. Ils ont mis un ZIS-2. Ils ont mis des ZIS-2 de 57. Regardez l'engin. Donc dans les deux camps, vous aviez les nationalistes qui avaient leur propre version. Et après, les Chinois ont récupéré des versions nationalistes qu'ils ont eux-mêmes modifiées avec de l'armement et de l'équipement. Donc vous vous rendez compte un peu le véhicule? Les mecs sont allés foutre un ZIS-2. Des ZIS-2, c'est un gros joujou le ZIS-2. Et ils sont allés foutre un ZIS-2 sur un LVT. Quelle horreur. Moi j'adore ce genre d'horreur. Et ça vous montre à quel point le véhicule est bon. Parce que le véhicule, vous lui mettez n'importe quoi dessus, dedans et tout. Le machin, il est heureux. Vous voyez, il est heureux. Et c'est... Voilà. C'est un truc de fou. Peut-être que certains ne savent pas, mais en 1947, les Américains ont fait une mission dans le Grand Sud. Ils sont allés en Antarctique, opération High Jump, mission scientifique et tout, mais c'est considéré comme la plus grosse opération militaire qui ait jamais eu lieu en Antarctique. Et ben, devinez avec qui ils ont emmené là-bas. Il n'y en a pas eu beaucoup de véhicules blindés en Antarctique. Ils ont amené les LVT. Ils les ont amenés en Antarctique avec eux. On a ça, c'est l'opération High Jump en 47 en Antarctique. Incroyable, hein? Ça sert vraiment sur un LVT, bien sûr. Incroyable, hein? Regardez-moi les petits LVT. Ah, les mecs, ils doivent se cailler les miches, hein. Oh là 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 là, en Antarctique. Mais ils sont allés en Antarctique, les LVT. Incroyable. Je trouve ça fou, moi. Quelqu'un m'a demandé s'ils avaient été en Indochine. Les Français ont récupéré des chiers de LVT. Et il s'avère que pour le théâtre d'opération indo-chinois, qui est un théâtre d'opération extrêmement humide, avec des lacs, des rivières, des deltas, peu d'infrastructures parfois portuaires, eh ben le LVT est taillé pour l'Indochine. Et les Français vont... Alors ça, pardon, c'est en Corée. Guerre de Corée. Guerre de Corée, bah ça fait les débarquements. Hein. Écoutez, ce qui est efficace, n'oubliez pas que 90% des armes de la guerre de Corée sont encore... de la guerre de Corée ont été utilisées pour la Seconde Guerre mondiale. C'est véritablement les mêmes armées à pas grand chose près. Eh ben les LVT, ils vont être déployés pendant la guerre de Corée. Et on va les retrouver aussi à faire le pied de grue. Là, le bateau, c'est l'USS Fort Marion, qui est en train de déployer tout un paquet de LVT. LVT. Voilà. Hein. Les alligators, absolument, monsieur Patimbert. Voici, on va passer à la France. Voici le 2e escadron GA, groupe amphibie, du 1er régiment étranger de cavalerie. Regardez-les. Véhicules français, donc on voit que c'est des... Il y a les deux modèles. Il y a du A4. Il y a du Amtrak 4. Et il y a du classique, du 4. Du LVT 4. Pas mal, hein. Et vous noterez que les Français ont fait un petit apport. Il y a des canons sans recul à l'arrière. Et ça sert pour les patrouilles. Sur les patrouilles, sur les fleuves et tout. Hein. Attendez, ils ont fait pire. Hein. Ils ont fait bien pire. Hein. Regardez un petit peu les canons sans recul, les mitrailleuses. C'est bardé de mitrailleuses. Comme d'habitude, hein. Ce sont moi, je vois ça comme des gunships. C'est véritablement des gunships juste pour amener de la patate. Regardez là, il y a l'autre qui nous regarde. Regardez, il vous voit, le chat, faites coucou. Il vous fait coucou là, il a peur. Ah oui, mais on a possiblement une tourelle de Chafi. Oh, peut-être, hein. Peut-être qu'on est allé mettre des tourelles à la con dessus. Hein. On a fait pire, hein. Je vais te montrer, j'ai des photos. Donc ouais, on va avoir un escadron un groupe amphibie de patrouille fluviale. Voilà. Regardez. Montée de combat de platoon. LVT sur LVT. C'est pour la cavalerie. Et on a des LVT 4 Alligator. Voilà. Avec les 12-7, les mitrailleuses. Et j'ai trouvé ça génial, je suis tombé dessus. Et en mars 1954, je ne savais pas qu'on avait eu des LVT en Indochine. Donc j'ai appris plein de trucs hein, sur ce War Tank. Il est beau, hein. Beau bébé, hein.
Le Vespa, ça se trouve c'est le même canon, hein, François. Joli, hein. Et j'ai plein de photos. On va les retrouver. Eh, regardez-moi ça. Encore un LVT A4. Mais ça vous montre un peu l'engin en Indochine. Et il est parfait pour l'Indochine. Hein. Il est parfait pour l'Indochine. On en voit souvent. Avec la rampe baissée. Parfait pour... Comme je dis, il est parfait. Vous avez même une rampe pour faire monter des véhicules. Vous pouvez prendre des véhicules légers. Regardez le slip kangourou là. Incroyable. On dirait Christian Clavier là. En mini-string. Superbe. Eh, il a un gros bazar en plus, hein. Le machin là, faut pas qu'il déballe l'artillerie devant les Viettes, hein, parce que ça gagne la guerre, hein. Direct, hein. Pas mal, hein. Sacré véhicule, hein. Je vous parle pas du bonhomme. Matez la boue. Encore une photo incroyable, les mecs qui sautent. Oh, on a même les petits pistolets mitrailleurs. On a même les petits pistolets mitrailleurs. Et regardez la boue derrière. C'est pas juste l'eau et l'amphibie. Il est fait pour aller dans les marécages. Il a été designé pour aller dans les marécages de Floride. Et regardez où il est. Putain, où est-ce qu'il est, on est en 55, c'est 20 ans plus tard. Vous savez que ça date de 1935. 20 ans plus tard, en Indochine, il est dans les mangroves et dans la boue indochinoise. Ah, c'est du mat 49, le machin, là. Classe, hein. Donc regardez la boue derrière. Et vous voulez pas aller là-dedans à pied, hein. Vous voulez pas aller là-dedans à pied, les mecs, hein. Donc là, le véhicule, il a l'air d'aller là-dedans en mode YOLO, tranquille. Superbe. Donc ouais, en Indochine, ça a rendu des fiers services, ça, vu la gueule du terrain. Mais c'est vrai que c'est un gros véhicule. Il n'est pas forcément facile à déplacer, à transporter. Comme je dis, on le voyait souvent sur des porte-chars. Donc ouais, vous pouvez peut-être pas vous pouvez pas le prendre par avion non plus, il est trop gros. Donc ouais, il a aussi ses défauts. Voilà. Et pour la patrouille maritime, parce que, patrouille fluviale et tout, regardez ce qu'ils sont allés faire. C'est quoi comme canon, ça? Est-ce que le chat va reconnaître? Il est beau, hein? Sacré monstre, hein? Au début, je disais, ah, mais attendez, c'est pas possible, c'est un LVT, c'est totalement un LVT modifié pour la patrouille fluviale. Avec cette énorme tourelle. Ah ouais, c'est vrai que le chat est en retard vu que je suis sur YouTube. Un Beaufort de 40, c'est totalement un Beaufort de 40 mm. C'est totalement un putain de Beaufort de 40 mm. Impressionnant, hein. Regardez ça. Et là, vous voyez, le Beaufort, il fait énorme. Mais regardez le véhicule. On oublie à quel point le véhicule est gros, en fait. Voilà. Ah, vous rajoutez les 12-7 en plus, et c'est parti, hein. Vous vous rendez compte de la puissance de feu. Et il s'en fiche. Le véhicule, il s'en fiche du poids que vous lui mettez dessus. C'est une des particularités de ce véhicule. Il va juste s'enfoncer un peu plus dans l'eau. Mais en termes de performance... il est pas trop impacté par le poids. C'est ce qui est assez unique pour un véhicule quand même qui va dans la boue et tout. Et c'est vrai que c'est un monstre, quoi. Et attendez. C'est où ça? Est-ce que le chat sait où c'est ça? Le H. La force H. Quand j'ai vu ça, j'étais là. Oh! La force H. Il combattait contre quel type de véhicule? Mais pas forcément contre des véhicules, c'est de l'anti-infanterie. Le Beaufort de 40 mm est parfait contre les fortifications, l'infanterie. Tu fais tout avec ça. Tu mets des 12-7 en plus. C'est des gunships anti-infanterie, anti-véhicules légers, anti-fortification. Tu fais tout. C'est multi-rôle. C'est incroyable. Suez. Mais absolument, on est à Suez. La force H, c'est la force qui a débarqué. Qui a débarqué à Suez. Pour s'emparer de la porte d'entrée du canal. Donc là, on a les LVT français de la force H à Suez. Regardez. Donc là, c'est des A4. Là, on a une version LVT4. Là, on a une version A4 ou A5. 55.
avec le H pour désigner force H, en fait. Voilà. Il est beau, hein? Ils sont beaux, hein? Donc ouais, on est... J'ai 15 secondes de décalage, c'est normal. C'est normal, t'es sur YouTube. YouTube, il y a plus de décalage que... YouTube, il y a plus de décalage que Twitch. Twitch, en général, on est à 3-4 secondes de décalage. YouTube, vous êtes entre 15 et 30 secondes. Tout simplement. Bon, malheureusement, je pourrais pas streamer les elfes après si ça lag comme ça sur Twitch. Hein. Tant pis. Hein. Il peut faire 120 km dans l'eau! Incroyable. Hein. C'est un monstre. Hein. C'est un véhicule exceptionnel. Et on a du mal à concevoir qu'il a totalement été fait par une poignée d'amateurs en Floride. Et le machin est... voilà, quoi. Truc de fou, quoi. Alors, il y a le LVT3, qui lui va être amélioré, va devenir le LVTP5, qui va donner naissance à la nouvelle gamme de véhicules qui sera la suite. Regardez, guerre du Vietnam. Ça, c'est le successeur. Qui m'a fait chier tout à l'heure avec les successeurs. Donc, dans les années 60, les Marine Corps vont bosser sur les successeurs. Vous avez là le LVTP5, qui est le successeur du LVT. Ils vont les garder jusque dans les années 80, ça. Dans les années 80. C'était vraiment le monstre. Il est énorme, hein. On a du mal... ça me fait penser, moi, au... ça me fait penser, comment ça s'appelle, les espèces, pas de moissonneuses, là, mais dans Star Wars. Vous savez, sur Tatooine, là, les mecs qui se baladent. Les mecs qui se baladent et qui récupèrent toutes les épaves. Ça me fait penser à ça. Regardez la taille du truc. Il est monstrueux, le machin. Et c'est un véhicule amphibie. J'ai d'autres photos. Regardez la taille du machin, il est énorme. Mais ça, c'était véritablement l'évolution technologique du LVT. Ça faisait exactement la même chose, mais en tout plus gros. Voilà. Les Jawa, merci. Non, mais Jawad, c'est le mec qui a hébergé les terroristes du Bataclan, Jawad. Il s'appelle les Jawas. Oh putain, le hasard. Regardez là, une autre photo. Oh là, décalage de 3 minutes sur le live Twitch. Ah oui, non, mais le live Twitch est mort. Hein. Le live Twitch, c'est finito. Twitch est cassé ce soir. Je vais même pas pouvoir faire mes elfes après, tant pis. C'est la vie. Et regardez un peu le monstre. Et dans les années 80, puis 90, on a eu un successeur qui est arrivé, qui s'appelle l'AAV. Voici l'AAV. Les Américains ont calmé la démesure et sont revenus sur un modèle de LVT. Forcément plus moderne, mieux adapté, mieux designé. Mais ils sont revenus sur ce qui faisait le LVT. Le LVTP était considéré comme trop gros et trop encombrant et a pain in the ass, comme ils disent les anglo-saxons au niveau logistique. Voilà. Pas mal, hein. Donc ça, c'est le AAV qui est toujours en service aujourd'hui. On n'a que deux générations de véhicules depuis nos LVT, quoi. Ça vous dit un petit peu à quel point le véhicule était déjà incroyable. Et ça, là, on est revenu vers le LVT parce que c'était de la démesure, les LVTP et les Marine Corps n'étaient pas forcément contents. Mais on est revenu sur quelque chose de plus petit, de plus flexible. Et voyez un petit peu l'engin. Donc ça, c'est les successeurs directs. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est encore très proche des LVT en termes d'usage, de performance et de flexibilité. Donc ouais, un véhicule de fou. D'ailleurs, à la fin de la guerre, regardez, c'est l'amiral Ralph Davidson qui a décoré de la médaille du mérite en 46 Roebling. Roebling qui était profondément antimilitariste. On l'a décoré de... La médaille du mérite doit être une des médailles les plus hautes qu'on peut donner à un civil, je pense. Parce que le mec a fait un véhicule incroyable qui a sauvé énormément de vies et qui a été un facteur de contribution à la victoire dans le Pacifique. Dans toutes les batailles absolument terribles qu'ont fait le corps des Marines, de Tarawa jusqu'à Okinawa, Iwo Jima et compagnie. C'est un véhicule qui a été de toutes les batailles et qui s'est comporté de façon incroyable dans toutes les batailles où il a été engagé. Voilà. Truc de fou, hein. Tu peux refaire le live Elf sur YouTube? Non, c'est pas grave. Je le ferai demain, le live Elf, sinon demain matin. Demain après-midi.
En début d'après-midi, j'avais prévu quoi demain en début d'après-midi? Hop. J'avais prévu du Rome 2, bah tant pis, on fera du Divide and Conquer et je déplacerai Rome 2 jeudi en début d'après-midi. Voilà. On va faire le jeu des chaises musicales avec les lives. C'est pas une catastrophe. Voilà. Donc un véhicule exceptionnel. Je vais remettre la photo, mais notre LVT est une merveille. C'est une merveille qui est... C'est un ovni. C'est un ovni générationnel et qui a ouvert la porte à un nouvel usage des véhicules amphibies, qui a posé les bases de ce que doit être un véhicule amphibie. Et depuis, on n'a plus quitté. On n'a plus quitté générationnellement, on est resté sur ça. Et ce qu'on a aujourd'hui, la AV, est encore très proche du LVT. Parce que bah, le véhicule était parfait. Donc quand vous avez quasiment la perfection, vous essayez de la garder en fait. Et c'est vrai que c'est une anomalie le fait que ce soit un civil avec très peu d'argent qui ait développé ça pour son besoin personnel de s'il y avait un nouvel ouragan, de peut-être aider les gens en Floride. Et qui n'a rien à voir avec l'armée. Preuve que parfois le génie il se trouve partout quoi. C'est assez incroyable que ce véhicule ait émergé. Et qu'il soit arrivé, et que l'armée soit tombée dessus par accident en ouvrant le magazine Times. Hein. Si le mec lisait pas le journal, peut-être que ce véhicule serait jamais arrivé dans le Marine Corps. Hein. Assez dingue. Hein. Attendez, je vais virer ça. Hop là. Mais le BMP est comparable au LVT. Le BMP est fait pour traverser des petites coupures humides. Le BMP est fait pour traverser des fleuves ou des rivières. C'est pas un véhicule pour aller en mer. Tu vois, il faut faire la part des choses. Il y a les véhicules amphibies, mais qui sont amphibies un peu par défaut, comme le BMP, ou on a le VBT, le VAB en France. Le VAB, à la base est amphibie, mais c'est pas des véhicules qui ont été designés pour ça, d'accord? C'est pas leur point fort. Le LVT a été designé pour ça. Il a été fait pour des lacs, des coupures humides, du terrain boueux. Voilà. C'est deux gammes totalement différentes. Le BMP est aussi un véhicule blindé. À la base, le LVT n'était pas blindé du tout. Donc ouais, c'est pas la même gamme de véhicules. Il faut pas les comparer. Tu mettrais pas un BMP à Tarawa dans la mer. Je voudrais pas, moi en tout cas. Hein. Mais voilà. Donc c'est pas les mêmes types de véhicules, ils sont pas comparables. Il y a les véhicules de franchissement, comme je dis, les véhicules de franchissement et des véhicules amphibies lourds qui sont faits pour aller en mer et capables d'affronter un peu de mer difficile. Le LVT, j'ai pas lu de quoi que ce soit sur le LVT que c'était un mauvais véhicule en tenue de mer. Il était capable d'affronter de la mer. Donc c'était un véhicule unanimement apprécié. Tout le monde adorait ce véhicule. Les soldats l'adoraient, l'équipage l'adorait. Donc ouais, c'est un beau véhicule. Un très très beau véhicule. Voilà. Je pense qu'il coule le BMP à Tarawa. Il est pas fait pour. Il est absolument pas fait pour. Voilà. Bon, je m'arrête là. Bah ouais, bah tant pis pour les elfes. Je rattraperai demain en début d'après-midi. Il y aura un fille qui sera là pour Factorio en soirée. Et jeudi, j'aurai une minute géopolitique qui va faire scandale. Mais on va parler de l'élection de Donald Trump. Je vais expliquer, peut-être que des gens ne comprennent pas pourquoi Donald Trump a été élu. Je vais prendre le temps, j'ai de la data, j'ai des chiffres. Je vais vous montrer, chiffres à l'appui, explications à l'appui, de pourquoi les gens ont voté pour Donald Trump. Sans être des fascistes et des racistes. Pourquoi est-ce que les gens ont voté Donald Trump? Il y a des raisons à cela. Moi, j'aurais voté Donald Trump pour mes propres raisons. Donc, je vous dirai aussi mes propres raisons. Et vous verrez que c'est plus compliqué que juste donner des noms d'oiseaux aux gens. D'accord? Voilà. Donc, je prendrai le temps de faire ça. Et en soirée, on aura du Age of Empires 2. Bon, écoutez, je m'arrête là. Et passez une bonne soirée, bonne semaine. Et moi, je vous dis à ciao, ciao, salut tout le monde.